On va continuer avec le prochain débat, le psy, que représente la période de l'enfance pour nos sociétés de demain. Et on a plusieurs intervenants aussi exceptionnels. Je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, Kerstin von Plessen, qui est chef de service universitaire de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chef du département de psychiatrie au CHUV. Bonjour, madame. Enchanté. Nous avons aussi Philippe Desjaffé, membre du comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Et puis, l'exceptionnelle modératrice Zelda Chauvet, que je n'ai pas revue depuis des années. Bonjour, depuis des années, comment vas-tu? Je crois qu'il nous manque peut-être un micro, ou est-ce que quelqu'un est parti? Voilà, merci beaucoup. Bonjour monsieur, bon débat, et à plus tard. Merci beaucoup Yvan. Ça fait effectivement un certain nombre d'années qu'on ne s'est pas vu, mais je suis ravie de te retrouver sur scène. Oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est reparti pour une discussion sur un thème un tout petit peu différent que j'ai le plaisir de mener pendant une demi-heure avec deux experts de l'enfance sous la question, une réflexion autour de la question que représente la période de l'enfance pour la société de demain, peut-être pour affiner un tout petit peu le propos, on pourrait élargir la notion de période de l'enfance à la question de la jeunesse. Kerstin von Plessen, c'était important pour vous de pouvoir ouvrir un tout petit peu? Je pense l'enfance, la jeunesse et le jeune adulte, c'est vraiment difficile de faire les distinctions parce que c'est toute une population qui est en train de se responsabiliser. Et c'est ça qui est important pour nous. On voit maintenant aussi que c'est la jeunesse qui nous fait pas mal de soucis en ce moment-là. Et là, je pense que c'est important de dire, on parle d'enfance et aussi de la jeunesse. On dit de la jeunesse d'ailleurs aujourd'hui beaucoup qu'elle est en crise. Qu'est-ce que signifie la jeunesse en crise et quelle est cette crise, Philippe Jaffé? Oui, je vais rebondir d'abord sur la question de la jeunesse parce qu'effectivement, je pense qu'il faut être inclusif et englober les jeunes, les enfants et les jeunes adultes. Moi-même, je suis dans le domaine des droits de l'enfant, qui est défini comme de 0 à 18 ans. Et la petite peur que j'ai quand on parle de la jeunesse, c'est qu'on oublie que les enfants ont des droits qui sont reconnus en tant que tels, spécifiquement pour eux, de 0 à 18 ans. Les jeunes sont déjà adultes, ils votent, ils peuvent faire plein de choses. Mais les enfants, c'est 0-18 ans. Les enfants et la jeunesse en crise, ça fait un certain nombre d'années qu'on constate qu'il y a un certain nombre de, entre guillemets, symptômes qui se réveillent, qui se manifestent. Ça prédate Covid, il faut le dire. Et on se rend compte que finalement, ces jeunes, à la faveur de Covid, qui a peut-être accentué un peu les choses, sur le plan de leur santé mentale, mais sur d'autres plans aussi, manifestent un certain mal-être et voire plus des symptômes de troubles mentaux. Alors maintenant, il faut juste souligner que les jeunes et les enfants font face à une multiplicité de crises. Certaines, je ne vais pas parler trop longtemps, rassurez-vous, mais évidemment la crise du numérique qu'on a déjà mentionné, le Covid, une crise économique quand même assez grave. Et tout au long de ce parcours de crise, ma petite théorie personnelle, c'est qu'ils ont l'impression quand même qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas une gouvernance qui s'occupe de manière privilégiée des jeunes et des enfants. On s'occupe beaucoup d'économie, on fait beaucoup de diplomatie, on se fait des guerres de temps en temps. Mais voilà. Peut-être il n'y a pas de pilote ou bien eux, ils ont aussi envie de piloter avec. Et c'est là où on peut aussi être un peu meilleur. Et si on regarde les chiffres aussi des contrats d'apprentissage qui sont résiliés prématurés à Genève, ça a été 38% l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas dans le modèle de la société qu'on les a mis un peu sur la table aujourd'hui. Et comment on peut changer ça? Je pense que c'est ça la grande question qui nous concerne. On se dit comment on peut leur donner la possibilité de participer dans tous les... Et c'est pour ça, pour moi, les jeunes,
peuvent être plus visibles. C'est absolument correct que les enfants, ils ont encore plus besoin de la protection, mais aussi déjà la participation des enfants, des jeunes qui ont 12 ans, 13 ans, ils ont leur discernement concernant par exemple les questions médicales. On doit les impliquer, on doit les entendre et aussi on doit leur donner la possibilité de structurer l'environnement de soins par exemple. Et comment on fait ça? C'est une question. Question pour moi, je vous laisse absolument répondre à la question. Moi, ça me va, je vous écoute. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Non, effectivement, la question de la participation, elle est cruciale, je pense, pour le futur de notre société. On parle beaucoup d'une société inclusive, pas simplement de la jeunesse, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Luc Ferry faisait référence tout à l'heure. Mais c'est vrai que les enfants ont toujours été un peu tais-toi et mange ta soupe, c'est-à-dire un peu mis à l'écart, leurs paroles pas valorisées, et les jeunes également. Et maintenant, on se rend compte que, en effet, ce mal-être vient aussi du fait qu'ils ne se sentent pas, non seulement pas écoutés, mais pas participer à plein de structures. Et ils le manifestent. Regardez un peu ce qui se passe au niveau des protestations, les manifestations pour la justice climatique. C'est les enfants, les adolescents, des jeunes qui sont aux avant-postes. Alors, je pense qu'il y a une reconnaissance, allez, on va dire timide, qu'il faut qu'on évolue dans cette direction. On en parlait un petit peu en préambule. Il y a des initiatives en Suisse pour faire participer plus les jeunes, les écouter. Ça reste encore assez timide. Au niveau de l'ONU où je suis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année prochaine, 2024, il y aura la plus grande conférence probablement de ce siècle jusqu'à présent, qui s'appelle le Sommet pour le futur. Et c'est durant ce sommet qu'on va mettre les jeunes, et moins les enfants, mais un peu les jeunes et un peu aussi les enfants, à l'honneur pour réfléchir à quelle société est-ce qu'on veut leur donner, et qu'ils puissent participer aussi à la définition au plus haut niveau de gouvernance à cette société. Alors c'est un peu nébuleux, stratosphérique, mais au moins le signal est là. Et puis maintenant, il faut qu'on arrive à capillariser en Suisse aussi. C'est pas suffisant d'avoir des conseils de classe de jeunes, il faut aussi sur le plan politique. Kirstine. Oui, alors je voudrais seulement ajouter un exemple concret en Suisse que je connais du canton de Vaud, où il y a le Parlement des jeunes qui s'est réuni et ils ont traité quelques questions. Une des questions était aussi la santé mentale. Ils ont voté et ils vont aussi mettre en place un projet santé mentale. Alors je pense qu'il y a déjà quelques initiatives, mais ce qui manque, c'est vraiment la participation sur tous les niveaux des institutions qui s'occupent des jeunes, notamment, je pense aussi à l'école. L'école me semble aussi un endroit où les jeunes devraient aussi être plus participatifs dans la création des programmes scolaires, par exemple. Est-ce que vous avez un exemple, parce que vous avez notamment travaillé en Scandinavie, est-ce qu'il y a une différence entre l'école ici en Suisse et peut-être une approche un peu plus inclusive et participative dans le nord de l'Europe ? Tout à fait, je pense qu'il y a des écoles, comme je pourrais parler des écoles en Scandinavie, mais aussi l'école internationale qui existe aussi ici à Genève ou à Lausanne, qui ont mis vraiment aussi un peu des buts qui incluent des buts qui sont importants pour cette génération, notamment la durabilité par exemple. Et je pense que l'école doit être repensée. Comme on vient d'écouter aussi, ChatGPT va vraiment changer tout ce qu'on a besoin. Et si on repense notre question, qu'est-ce qu'on doit donner à l'enfance ou comment structurer l'enfance pour la société de demain, bon, alors ce ne seront plus les apprentissages par cœur, ça sera tout autre chose. Vraiment tout ce qui concerne l'émotionnalité, par exemple, ça c'est gérer les émotions, savoir comment s'occuper des enfants, ça sont des points qui sont très importants et jusqu'à maintenant on n'apprend pas beaucoup à l'école de ça. On parle beaucoup de notre perception, nous en tant qu'adultes, institutions, organisations, de ce qu'il faudrait faire pour les enfants, mais quels sont les besoins exprimés aujourd'hui par les enfants ou par la jeunesse? Sont-ils capables de l'exprimer? Ou quel est leur questionnement peut-être par rapport à leur identité, leurs repères?
qu'ils ne trouvent pas forcément si on dit qu'effectivement la jeunesse est en crise. Philippe Jaffé. Oui, c'est une excellente question et si j'avais la réponse, je la donnerais. Mais je pense qu'il y a une cacophonie, c'est-à-dire que les jeunes expriment à des âges différents plein de choses différentes et nous, notre travail, c'est essayer de décrypter. Il y a des choses qu'on comprend mieux que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus visibles que d'autres mais qu'on comprend moins et donc il faut essayer de se dépatouiller avec ça. On en parlait aussi tout à l'heure, en ce moment, les jeunes, les adolescents, même les enfants, sont en train d'exprimer quelque chose sur le plan de la construction d'identité, sur l'identité de genre par exemple, ou sur l'orientation sexuelle aussi, des choses qu'on voit, qui manifestent de manière claire qu'ils ne sont plus dans le garçon-fille, il y a d'autres zones, si j'ose dire, de construction d'identité. Et ils nous demandent de reconnaître aussi ces possibilités. Et nous, on a beaucoup de peine à le faire, mais on ne comprend pas très bien d'où ça vient, d'où naissent ces changements. Peut-être, je suis très d'accord avec ça et on se sent un peu mis dehors parfois. Là, on peut rencontrer des jeunes qui expliquent les choses. Parfois, on comprend quelque chose. Alors moi, j'ai compris quelque chose. Ça fait 2 semaines. J'ai rencontré 2 jeunes qui viennent de la Milchjugend. Alors c'est en Suisse alémanique. Et c'est une association pour des jeunes qui se sentent queer. Et moi, j'ai bien connu aussi plusieurs associations qui s'occupent de transgenres, mais qui étaient toujours faites par des adultes. Et là, j'ai rencontré vraiment une association qui est faite des jeunes pour les jeunes, et c'était tout à fait autre chose. Eux, ils m'ont bien expliqué, pour nous, c'est vraiment important d'ouvrir un espace d'exploration, un espace aussi de questionnement, de voir de faire les connaissances des relations, mais ils n'avaient pas un but de dire bon, alors c'est ça qu'on doit faire. Alors il y avait vraiment pas de connaissances ou bien des préjugés comme ça. Et je pense ça c'est important aujourd'hui quand j'ai vu les personnes arriver pour le guide Gay Pride. C'était vraiment très différent, ça a changé parce que les gens, ils se donnent des petits signaux, alors c'est plus très clair et cette non-binarité, il faut la comprendre et ensuite leur donner aussi la possibilité de créer ces espaces, mais c'est pas simple. Philippe Jaffé. On se mobilise parmi... Non, c'est vraiment pas simple, et parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je pense que il faut aussi être très humble. Il y a quelque chose qui se passe en profondeur dans notre société. Je suspecte que cette fluidité de l'identité provient aussi d'une certaine partie, en partie de la révolution numérique, digitale. Après, les liens clairs, c'est pas tout à fait facile à identifier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'aussi profond que la révolution sexuelle dans les années 60. C'est quelque chose d'aussi profond que la fin de la sexualité victorienne et de la répression sexuelle des femmes. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental qui est en train de se mobiliser, qui n'est pas uniquement dans la réflexion « je suis garçon ou fille », mais qui nous renvoie un signal sur notre société et un mal-être qui est plus profond. Je ne veux pas dire que ces enfants qui sont dans la transe sont dans le mal-être, pas du tout, mais ils expriment un mal-être pour la classe des enfants auxquels ils appartiennent. Et qui recherchent des repères qu'ils ne trouvent pas, en tout cas pas dans la société telle qu'on l'a construite et on l'a maintenue jusqu'à aujourd'hui. Kirstine, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? Non. Non. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve intéressant parce qu'on parle beaucoup maintenant du besoin d'expression, de besoin d'identité, de besoin de se trouver sa place, l'espace, etc. Et puis vous avez mentionné au départ, Philippe Jaffé, la question des droits. La question des droits qui existent à proprement parler pour les enfants jusqu'à 18 ans. Et qui aujourd'hui ne sont clairement pas respectés partout et de loin pas. Et les chiffres sont même alarmants. En Europe, on ne se rend pas forcément compte qu'en Europe aussi, il y a des problèmes. Et on ne parle pas forcément de mariage forcé ou d'autres choses, mais on parle vraiment de vivre sous le seuil de la pauvreté. Oui, alors peut-être deux chiffres.
je reviens de Grande-Bretagne et puis au Comité des droits de l'enfant, on vient d'examiner la Grande-Bretagne. Et durant cet examen, donc un échange tout à fait diplomatique avec le gouvernement anglais, quand même de haut niveau, un des représentants des ministères lâche de manière très administrative, nous avons 25% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 4. Un enfant sur 4. Je reviens d'Écosse, c'est 35% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sachez aussi qu'en Suisse, on est à peu près à 10-12% selon les chiffres de Caritas, ce qui est déjà inadmissible. Il y a une petite augmentation, mais c'est encore gérable. Mais un enfant sur 10, c'est déjà beaucoup. Ceci étant, vous disiez, il y a des indicateurs. Tout à l'heure, Luc Ferry faisait référence à la maltraitance sexuelle. Sachez qu'en Suisse, on sait qu'à peu près une fille sur 5 et un garçon sur 10 environ subit des maltraitances sexuelles avant l'âge de la majorité, ou en tout cas 16 ans en tout cas. Disons-le clairement, le chiffre n'a absolument pas bougé sur 20 ans. N'a pas bougé. On a plus de dénonciations, on a plus d'enfants qui en parlent, mais les taux de prévalence sont exactement les mêmes. Notre société n'a pas réussi à découvrir les clés pour s'adresser à un problème que personne ici ne voudrait voir arriver à son propre enfant. On n'a pas encore trouvé les clés. Il y a un problème. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi, vous voulez peut-être compléter, oui. Peut-être seulement ajouter à ces chiffres, parce que ça me parle beaucoup, aussi parce qu'on sait que ce qu'on parle des adverse childhood experiences, qui ont vraiment une importance très très grande pour toute la vie et aussi pour le bien-être de la personne, santé mentale, mais aussi santé somatique. On sait que c'est vraiment lié entre la pauvreté et aussi d'autres événements comme par exemple aussi la maltraitance d'enfance. Et ça ne reste pas dans une génération comme on a déjà aussi discuté ensemble. Le problème, c'est aussi cette transgénérationnel. Ça veut dire qu'il faut vraiment mettre dedans toute la prévention et on se demande où sont les personnes qui portent ces projets, qui disent bon, il faut un peu couper sur circuit. Si je peux préciser, parce que je trouve que c'est extrêmement important ce qu'elle soulève. Donc elle faisait référence à ce qu'on appelle des ACEs. En français, je me permets, c'est des expériences infantiles détrimentales, nocives. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des enfants, en très jeune âge, vivent un certain nombre de traumatismes, entre guillemets, qui vont des inégalités en pauvreté, ou des divorces parentaux, ou des parents qui ont des troubles mentaux, et que ces crises ou ces traumatismes ont une influence à toutes les étapes de leur développement. Et pour faire très court, on sait que des enfants qui vivent 2 ou plus de ces traumatismes, leur durée de vie est réduite. Leur espérance de vie est réduite. Donc ça a un effet longitudinal absolument quantifiable, sans parler de toutes les marginalisations, les décrochages scolaires, les troubles mentaux et tout le tralala et le manque de bien-être de ces enfants. Donc je crois qu'on sera d'accord que si on veut faire de la prévention, il faut qu'on parte très tôt et très large. Il ne faut pas attendre qu'ils rentrent à l'école pour se dire « Ah là là, est-ce qu'il y a un problème ?» C'est déjà dans les familles en situation de pauvreté, avec des enfants en situation de handicap, qui se séparent, etc., etc. Quel est le risque, justement, on parlait de transgénérationnel, quel est le risque si on ne fait pas de prévention, si on ne soigne pas, si on continue en fait de la sorte? On parle de la société de demain, mais c'est aussi ces personnes-là qui deviennent adultes et qui finalement, en plus des manques de repères, en plus des questionnements identitaires, etc., portent en eux un trauma qui va clairement laisser des traces et qui peut même potentiellement se transmettre plus loin, de génération en génération. Je pense le risque, on a bien vu pendant le Covid, alors on a parlé de la crise santé mentale, Covid, post-Covid, mais à vrai dire, c'était des personnes qui étaient déjà très vulnérables et qui ont subi encore un facteur de crise qui les a mis vraiment dans une situation très délétère.
Et c'est là où on aurait pu déjà prévenir cette crise avant. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a quand même une augmentation qui a commencé bien avant le Covid. Alors, ce n'est pas le Covid qui a fait le tout, mais il y a tous ces facteurs qui viennent d'être cités, qui ont fait que cette personne se trouve en vulnérabilité. Je vous en prie. Non, j'allais dire qu'il faut un plan Marshall pour les enfants. Il faut vraiment que la société se mobilise. La manière dont les enfants sont en train de vivre leur enfance pour une large part, c'est inacceptable. C'est un œil au beurre noir, voire deux yeux au beurre noir pour les adultes et la société. Mais je voulais aussi, parce que j'ai l'impression qu'on dit que des choses négatives. J'allais y venir. Il y a des choses positives. Des choses extraordinaires qui se passent chez les enfants et les adolescents. Dont on parlait de la participation tout à l'heure, mais on voit aussi que les enfants occupent l'espace public. On voit aussi que les enfants donnent des indications de là où ils veulent se diriger. Moi, je suis très attentif à la crise climatique et à la participation des enfants. Et ça a donné naissance à une prise de conscience aussi sous la forme d'une étiquette. Aujourd'hui, on parle des enfants défenseurs des droits humains, c'est-à-dire des enfants qui se montent au créneau, aux barricades, des fois de manière très visible comme Greta, des fois de manière très modeste et invisible comme plein d'autres enfants dans des pays qu'on connaît peu, mais qui finalement prennent sur eux de combattre pour non seulement leurs propres droits, mais les nôtres aussi. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une résilience aussi assez impressionnante chez les jeunes et chez les enfants. Kerstin. Pour dire quelque chose de positif sur ce qu'on vient de dire, c'est aussi, pendant le Covid, il y a cette libération de la parole. C'est aussi d'oser de parler comment je vais. Ça, c'était peut-être pas assez avant. Alors, il y a aussi absolument des points positifs avec tout ça. Et je pense que la jeunesse est en train de trouver justement leur voie, et aussi avec cet apprentissage, peut-être il faut repenser comment on travaille avec les jeunes, parce que ça pose des problèmes et des défis, mais aussi des opportunités. Et chaque crise, c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité, alors prenons-la. Exactement. Le temps passe très très vite, mais j'ai une dernière question en ce sens, puisque nous ne sommes pas tous actifs dans des organisations, des associations qui s'engagent pour les jeunes. Que pouvons-nous faire, nous, adultes, au quotidien, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans les écoles, etc., pour justement être peut-être plus sensibles, plus attentifs, ou en tout cas faire un pas dans la bonne direction, ouvrir de façon plus optimale le dialogue, la participation et tous les éléments que vous avez mentionnés tous les deux. Mais je crois que c'est une lame de fond quelque part, et en Suisse on est extrêmement, mais vraiment privilégié. C'est-à-dire que d'abord on a beaucoup de moyens comparé à des pays proches, et c'est même obscène les moyens qu'on a. Et le fait qu'on est tous unis pour l'enfance, ça montre bien qu'il y a pléthore d'associations de ce qu'on appelle la société civile qui existe. Et c'est notre richesse aussi, ces associations, cet engagement l'engagement milicien. Mais peut-être qu'il faudrait, on parle d'une armée de milices en Suisse, peut-être qu'il faudrait une armée en faveur des enfants en Suisse. Et c'est une question de coordination, d'arrêter de travailler en silo, et puis à mon sens, de créer une culture des droits de l'enfant d'une certaine manière, qu'on y adhère tous. Et c'est ça qui manque un petit peu. On a tellement de chance dans ce pays de faire bouger les choses, mais en même temps, il y a une certaine apathie qui est désolante, mais bon, ça c'est peut-être notre conservatisme suisse qui s'exprime. Je dirais peut-être en revenant sur la question d'origine, d'essayer d'apprendre aux enfants que les ressources, c'est un privilège et pas un droit. C'est important parce que ça se voit parfois un peu différemment. Et pour les adultes comme nous, de vraiment écouter et aussi d'avoir cette tolérance qui est absolument important, et le souhait de bien comprendre les jeunes, comment ça se joue dans leur tête. Peut-être de commencer à les écouter déjà et de leur donner la parole plus que jamais on a besoin. On ne voit que très peu encore les enfants dans les médias
Et je trouve bien dommage qu'on ne leur laisse pas un peu plus la parole, parce qu'on a aussi besoin de ces porte-paroles pour être, nous, adultes, sensibles et sensibilisés à ce qu'ils ressentent. Et ce n'est pas forcément par ignorance, mais c'est peut-être pas simplement parce que, oui, par ignorance plutôt que par volonté de ne pas avoir, pas regarder. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Philippe Jaffé, merci Kerstin van Plessen pour votre partage. Et merci à vous toutes et tous pour votre attention.